Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Bonjour, bonjour des NJ, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour l'émission. En fait, là, je vous explique mon histoire, mon vécu. Je suis au Gabon, je suis une Gabonaise. Je vis au Gabon. L'année où j'étais en 6e, j'apprenais au CSPAO, un CS ici, à Libreville. À l'époque, j'habitais chez un de mes oncles. Donc, je prenais souvent le taxi, je partais tous les matins. Je revenais, je partais, je revenais. J'étais en 6e. Maintenant, un jour, j'entendais les taxis à glace. J'attendais le taxi à glace. Je vois un monsieur, il gare. Il klaxonne, pim, 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 pim. On était tellement nombreuses là. Et les gens qui partaient au boulot, parce que je finissais les cours à 13h, 13h30, le temps de marcher, donc à 14h, 15h, parfois nous trouvions là, on attendait les taxis, donc, et les gens qui cherchaient aussi pour rentrer chez eux. Il klaxonne. Parce que comment une maman me dit que, ah ma fille, tu vois le soleil là, on te klaxonne là-bas, va au moins espérer que la personne va te dévancer. J'ai dit, ah bon, oui. Moi, je m'en vais vers le monsieur. Il ouvre la porte, il déverrouille, je monte. Ah, tu fais quelle route? J'ai dit, moi, je m'en vais à Montagne Sainte. On a un quartier ici, à Montagne Sainte. Il m'a dit, tu pars à Montagne Sainte? J'ai dit, ok. On a commencé à causer là. Ça va? J'ai dit, ça va. Sinon, on dit quoi, les cours, ça se passe bien? J'ai dit, oui, ça se passe bien, on parle là. Je qui me demande que tu es de quelle ethnie? Moi, je lui ai dit, je suis fan Kota. Il me dit, oh, comment ça? Les filles font, j'aurais appris que les filles font, ont souvent les balais zombrines là. Je dis comment ça? Bon, pour moi, je banalisais, je dis que, ah, balais zombrines, moi, c'est quand on te coupe le cordon ombilical là, si ça a été mal coupé, c'est là où l'ombrine sort. Maintenant, en fait, l'ombrine sort. Maintenant, tu vois, me dis comment? Et moi, j'aimais toujours m'habiller en faux ligne. Si je suis sortie de la maison en faux ligne, quand je rentre à la maison, je n'avais pas souvent tendance à enlever les chemises, enlever les boutons comme je vois les autres font là, non. Moi, j'étais comme ça. Il me dit non, je dois avoir ton nombril. Il dit, tu vas voir mon nombril comme moi. Quand tu regardes là, mon ventre, je le faux ligne. Voici, machin, mon nombril est visible. Non, il faut que je touche. Il dit non, tu ne peux pas toucher. Oh non, en fait, tu es le genre de fille qui me plaît. On bavardait là jusqu'à ce qu'on se retrouvait à Wendy. En fait, la route qu'on devait prendre, c'est plus la route que machin. Donc, moi aussi, dans les idées, je me retrouve. Tu m'as pas venu à Wendy. Il dit merde, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Nous sommes partis, on arrive, puis aux Zangué. Aux Zangué, même, j'ai les parents là aux Zangué. Ils m'emmènent vers chez lui et c'est même pas loin d'où moi je suis aussi. C'est comme ça qu'un cœur me dit qu'on dirait que j'ai déjà vu ce monsieur ici. Mais je banalisais. On arrive, il descend. Il véhicule. Il me dit, tu ne descends pas. Il descend. Je descends. Il descend. Il sonne. S'il vivait seul dans une barrière, il sonne. La ménagère arrive, elle vient, elle ouvre. Il rentre. La ménagère me regarde, bon, quand il a ouvert, la ménagère dit, bonjour patron. Bonjour, moi j'étais derrière lui. Elle me regarde, donc lui il est rentré. Maintenant moi je ne sais pas ce que je voulais faire là. Je ne sais pas si je voulais arranger la basket que j'avais. Quand je me relève, la ménagère me dit, ah ma fille, je t'aime beaucoup. Faut partir, je cherche un moyen à partir. Je me suis rentré dans la maison. Moi je dis que je fais comme si je n'avais pas écouté. Je suis rentré dans la maison. Je suis parti. Je vois d'abord les photos là. 2 photos.
des femmes avec qui il s'était marié. Là-bas, à gauche, l'autre là-bas à droite. Lui-même, il a une grande photo au milieu. C'est comme qu'il m'appelle, je ne sais pas là où il était. Il m'appelle. Je dis, oh, mais il est où? C'est vrai que la nonna me dit que non, ah, il est à la douche. Il est à la douche. Il dit, tu es à la douche? Oui. Oh, je veux que tu viennes me retrouver. La nonna m'a dit que ma fille, moi, ils sont tous de partir. La ménagère là m'a dit que moi, ils sont tous de partir. Et tu veux rester toi-même là-bas? Moi, je t'ai déjà parlé. C'est comme ça que le gars est resté là. Il est resté là. Il s'est lavé. Moi, je dis que, ah, j'ai dit que le monsieur, en fait, il ne fait que se laver. J'ai regardé la construction, je sors. Je dis que, ah, ici, là, nous sommes même seuls. Avec tout ce qui se passe maintenant aussi dans ce pays-là. Il peut pas dire qu'il se déguise là-bas ou comment. J'ai dit non, je n'ai pas quand même le courage. Je suis sorti de là-bas et je suis parti. Le monsieur m'a appelé. Je fais comme si je ne vois pas les appels, appelé. Après, il m'a dit que, ah, décroche quand même, hein. On ne sait pas, il peut t'accuser de quelque chose que tu as volé chez lui. Il m'appelle, il me dit, oh oui, c'est comme moi, je suis en train de me laver, je me dis que tu devais me trouver à la douche, hein, au bouton, quand je t'ai vu là, tu es tellement velu, j'aime le genre de femme. Il est là, raconte tout un tapage. Je dis que papa, moi, je suis rentrée, j'avais une urgence à la maison, moi, je ne peux pas, je ne peux plus rester là, j'avais une urgence, mon oncle aussi m'attendait à la maison, il faut que je rentre, je suis partie. J'ai tellement pris mon taxi, 1000 francs, là, j'ai trouvé le taxi facilement, je suis rentrée. Maintenant, 2 semaines après, je viens passer le week-end chez mes parents, dans Zangué. Quand j'arrive comme ça, le même monsieur avec la même voiture, j'ai une amie là vers la Gabo Prix là, il est venu. C'est comme ça qu'il gare. J'étais avec une de mes copines, hein, il gare la voiture. Il sort 200 000. Moi j'étais là. Il tombe comme ça. En fait, il a fait descendre les vitres. Il sort 200 000, il remet à ma copine. Juste là, je regarde le gars, moi j'ai dit, ma copine dit non, machin. Il dit, prends, c'est pour toi. C'est comme ça que j'ai dit à ma copine que non, ah, ne prends pas, hein, parce que celui que tu vois là, c'est un problème. Elle m'a dit comment? Tout le monsieur se fâche avec moi. Oui, ma petite, on se connaît où? Qu'est-ce que tu as venu parler de ma vie? Machin. Faire un tapage. Il a menacé. Il a démarré la voiture, il est parti. Donc j'ai expliqué à ma copine que, ah, voici, hein. Comme ça, comme j'ai relaté là, parce qu'il voulait me faire, je suis parti chez lui, comme ça, il voulait machin. Là, ma copine m'a dit que non, ah, les gens comme ça, moi, je ne prends pas leur argent. Hein. On a commencé à parler, machin. En fait, c'est pour attirer aussi la conscience de tout un chacun. Tu vois que si ma copine c'était une fille facile ou que ce jour-là, je ne sais pas, s'il a vu que non, il voulait peut-être me distraire, comme j'étais jeune aussi. J'étais jeune, il dit, ah, pour vouloir attirer ma conscience, parce que lui, pour lui, au fond, même quand il se défendait, il savait que moi je lui connaissais. Et moi aussi je savais que je lui connaissais. Donc il voulait nous embrouiller. Dieu merci que ma copine n'avait pas appelé 200 000 là. C'est comme ça qu'après, une fois je suis montée vers sa zone là-bas, je me suis renseigné, oh, il n'est plus ici là. Il y a eu un scandale ici. C'est quoi? En fait, c'est ces voisins qui m'avaient expliqué. Oh, le monsieur là, le monsieur serpent là. Oh, ici c'était chaud, ici là, machin. Comme ça, là, ça a expliqué, j'ai dit à ça. Donc, la ménagère, là, m'avait sauvé le jour-là. Et si ce jour, j'avais insisté, en fait, je ne sais même pas ce qu'il m'avait pris. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai dit, bon, j'ai trouvé la voiture, il va me dévancer. En mettant ça dans la tête, voici moi, qui partais comme un cadavre. Dieu merci que ce jour-là, Dieu m'avait épargné. Vraiment, c'était pour attirer la conscience de tout un chacun. C'est vrai, hein? Tu peux voir un véhicule, là, et de nos jours, la vie devient tellement difficile que pour un rien, on veut te faire du mal. Pour un rien, tu es prêt à tout. Pour un rien. Vraiment, mes frères, mes soeurs, soyez vigilantes. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons là les derniers temps. C'était ça mon histoire. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. J'espère vraiment que vous vous portez tous bien où que vous soyez. En tout cas, que le bon Dieu soit avec vous. Je vais vous raconter une situation que j'appellerais une drôle d'intervention divine. En tout cas, c'est de mon point de vue parce que je n'ai pas trouvé d'autres explications à la situation. Alors que j'étais encore étudiante dans un pays européen, pour les Africains qui y sont, savent comment
En tout cas, à cette époque-là, ça remonte aux années... Ça devait être dans les 2010, 12, par là, que la situation s'est produite. En fait, j'étais en train de vouloir mettre de l'argent de côté pour un projet que j'avais de quitter l'Europe. Alors, il me fallait de l'argent. Et l'emploi que j'occupais, qui était à temps partiel, ne me permettait pas vraiment d'économiser, payer mon loyer, tout ça. Bref, les charges étaient importantes. Et quand on a un statut étudiant dans un de ces pays européens, surtout qu'en plus, qu'on est étudiant africain, c'est compliqué. Et changer de statut, c'est encore plus compliqué. Alors, je m'étais dit, ma seule option, ce serait de partir. Du coup, je vois une annonce. Je sais plus comment je suis tombée sur cette annonce. Il me semble que c'était soit dans un journal, dans les petites annonces, ou à un abribus, j'ai vu une affiche, etc. Bref, toujours est-il que je tombe sur cette annonce de laboratoires qui font des essais cliniques. Et là, je prends le numéro, j'appelle et voilà. Donc, je m'inscris pour une journée précise, etc. Donc, je me rends ce jour-là. Et en marchant, c'est sûr que au moment où j'ai pris rendez-vous, tout est validé, etc. Parce que je crois qu'on le faisait en ligne, la première prise de contact. Tu envoies des coordonnées, etc. Tu t'enregistres et tu sélectionnes une journée. Du coup, une fois que ça a été fait, validé, tu emmènes la validation, tu l'imprimes et tu te rends avec au rendez-vous. J'avais quand même quelques questionnements, quelques hésitations. Je me disais, bon, c'est quand même, il s'agit d'essais cliniques, c'est médicamenteux. Alors, c'est forcément coûteux pour l'organisme à un moment donné. Même si ce n'est pas à court terme, mais à plus long terme, on ne sait pas quels sont les dégâts de ce genre de produits que l'on injecte dans un corps. Parce que ce sont quand même pendant les essais cliniques que l'on détecte les effets secondaires des produits que l'on met après sur le marché. Donc, j'allais servir de cobaye pour un laboratoire. C'était pas anodin. Quoi qu'il en soit, j'étais tellement décidée à avoir de l'argent, j'étais tellement dans la panade que j'avais besoin d'argent. J'étais prête. Honnêtement, si à ce moment-là, on m'avait demandé de vendre un rein, j'aurais vendu un rein. Bref, j'étais désespérée. Du coup, ça payait bien. C'était 2500 € par essai. Je me suis dit, bon Dieu, ça va être cool. En plus, je vais le faire pendant les vacances. Ça va être génial. Donc, voilà, je peux me bloquer une période, faire mes essais, ramasser de l'argent et après retourner à la vie, chercher un emploi régulier, etc. Donc, je me rends le jour du rendez-vous, toujours avec des questionnements en tête, en me disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, Seigneur, en tout cas, je sais pas, j'ai besoin d'argent, c'est la seule option que j'ai. Si vraiment c'est pas le bon chemin, fais-le-moi savoir. Et je vous jure, je traverse la rue à quoi? À 500 mètres du lieu de rendez-vous. Je traverse une grande avenue. Et là, je me fais heurter par un véhicule qui tourne. Pourtant, le feu était au vert. Tout était nickel, vert. J'avais juste à traverser. C'était le passage piéton. J'ai tout fait comme il fallait. Mais au moment où je traverse, le monsieur qui tourne, plutôt que de s'arrêter, bam, il me rentre dedans. Je vous jure, l'impact était tel que je suis pas tombée, je suis restée debout sur mes deux jambes. Mais ça m'a secoué tout le corps. J'ai vibré, j'ai senti, mais je sais pas, tout mon corps shakeait, mais j'avais des tremblements incontrôlables. C'était bizarre à expliquer. Je comprenais pas pourquoi je tremblais, parce que je voulais pas trembler, j'avais pas de sensation de peur particulière une fois que l'impact était passé. Mais mon corps continuait de trembler. Et là, je suis debout, je me regarde, je suis debout sur mes deux jambes, je réalise pas, je sens juste que j'ai mal à la hanche ou on m'a percuté, mais je suis toujours debout et là, je regarde du côté du véhicule, je vois le monsieur en panique qui est dans le véhicule en train de demander pardon. C'était des blancs. Et là, je me dis, bon, je suis debout. Il était avec j'imagine que c'était sa femme, il y avait une dame à côté de lui.
Et je pense que ils étaient en train de discuter au moment où il a tourné au feu, là, il a pas vu. J'ai fait signe en disant que c'était beau, là. Tu sais, je suis debout, il n'y a pas de problème. Il est même pas sorti du véhicule, pour vous dire. Bon, en tout cas, j'ai traversé. Je continue d'avancer. Et là, mais toujours secouée, là, je sais pas ce qui se passe. On dirait que je suis plus dans mon corps. Mon esprit fonctionne plus, j'arrive plus à réfléchir. Mais je continue de marcher comme un zombie. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que je dois rebrousser chemin? Qu'est-ce que je dois comprendre? Que la direction que je prends, elle est mauvaise? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Bref, je me dis, bon, si je suis pas morte, c'est que je dois continuer. Je suis encore sur mes 2 pieds, mais je tremblais en marchant, mes pieds shakaient. Donc, j'étais en train d'avancer, je continuais d'avancer, puis je me dis non, ok, j'ai besoin de cet argent, anyway, je vais aller jusqu'au bout. Donc, je vais jusqu'au bout, j'arrive au lieu et on arrive dans une pièce où on nous met tous et on remplit des formulaires et on doit se peser également. Et là, quand tu remplis le formulaire, tu dois normalement montrer patte blanche. Ton formulaire doit être impeccable, genre je suis en excellente santé, j'ai pas de problème. Moi qui avais des problèmes sur mon formulaire, je marquais migraine, intolérance aux produits laitiers, aux crudités, etc. J'étais comme... J'ai vu, il y a une jeune demoiselle à côté de moi qui me dit « Hey, fais attention parce que si tu marques trop d'éléments comme ça, c'est un frein, ils vont pas te prendre. » J'ai dit, ah ouais, ok. Donc, je refais le formulaire. Je dis, merci beaucoup pour l'information. Je reprends un nouveau formulaire, je remplis en excluant toutes mes petites intolérances, mes petits inconforts, mes migraines, mes douleurs à l'estomac. Donc, je passe dessus, là. Donc, je marque tout nickel, genre, je suis en excellente santé pour tout. Je me pèse, poids parfait, parce qu'il fallait peser, fallait pas dépasser un certain poids. Donc, j'étais pile poil. Donc, j'ai tout noté, formulaire impeccable, le monsieur ramasse nos formulaires, il check. Ok, c'est beau, il nous envoie ensuite dans le grand bâtiment où il fallait rencontrer les laborantins pour des prises de sang. Donc, on s'en va, tout le monde passe, etc. Et ça se passe bien. C'est assez rapide. Moi, j'arrive, le laborantin check mes bras, essaie de voir, trouver des veines. Il est incapable. Je le vois s'agiter, là, essayer passer d'un bras à l'autre, etc. Puis rien. Il se lève, il sort. Il revient, il recommence à palper mes bras. Il se lève, il va appeler quelqu'un d'autre. Et là, je les vois arriver à 2. Je me dis, mais là, il se passe quoi? Est-ce que j'ai un problème? Je panique. Et il me dit, écoutez, je sais pas, son collègue essaie aussi de palper mes bras. Il me dit, mais là, on voit pas vos veines. C'est la première fois qu'on me sentait ça. Je dis, mais comment ça, vous voyez pas mes veines? Je me suis déjà fait je me suis déjà fait faire des prises de sang. J'ai jamais eu ce problème-là. Il dit, mais on voit pas vos veines. C'est bizarre, c'est étrange à dire, mais vos veines, elles sont pas visibles. On peut pas vous piquer, là. Je sais pas où mettre l'aiguille. Hey, je vous jure, je rigole là, mais sur le moment, j'en ai tremblé de panique, là. J'étais comme, mais come on. Tu sais, quand t'as plus rien à donner, là, tu sais, au moins ton sang, tu peux au moins le donner, ton corps. Et j'ai dit, j'ai pas d'autre option, là. J'ai besoin d'argent. Et me prostituer, c'est hors de question. Alors, au moins, je peux, tu sais, donner mon sang ou faire des essais cliniques. S'il vous plaît, dans ma tête, je priais, trouvez une veine, faites quelque chose. Ils ont essayé, ils ont encore appelé une autre de leurs collègues, ils étaient 3 maintenant. Et là, je dis, ok, là, peut-être qu'il faut que je me calme et que je prenne en considération ce qu'ils me disent. Donc, du coup, ils palpent mes bras, ils regardent, ils ont essayé plein d'affaires, ils ont dit non. Parce que vous savez, pour l'essai clinique, on va avoir besoin de prélever plusieurs fois le sang pour pouvoir analyser après les résultats des produits qu'on va vous injecter, etc., les effets. Donc, si on peut pas vous prendre de sang, on peut pas vous garder pour l'essai. Oh, j'étais déçue.
Ils disent donc désolé, on peut pas vous garder. Oh God! J'étais écœurée, mais en même temps, en arrière-plan dans ma tête, j'étais un peu soulagée parce que je me suis dit, peut-être que les effets auraient été catastrophiques sur moi. Peut-être que j'en serais décédée. Peut-être que j'aurais développé une pathologie. Peut-être qu'une malformation. Bref, on ne sait pas. Surtout qu'en plus, ce qui, moi, me motivait, c'est que la fille qui m'a donné des conseils dans la salle de pré-contrôle m'avait dit que elle faisait ça souvent. C'était, je pense, la 3e ou la 4e fois qu'elle le faisait. Donc, ça m'a rassurée. Je me suis dit, si c'est la 3e, 4e fois qu'elle le fait, moi aussi, je peux le faire. Là, elle est en santé, elle n'a pas l'air malade. Et quand ils m'ont dit ça, eux, là, j'étais dégoûtée. Je dis, mon Dieu, tous les plans que j'avais faits sur cet argent s'écroulaient. Et j'avais envie de pleurer et tout. Ils disent, mais on va poser des cathéters, des grosses aiguilles. Donc, on va prendre une bonne quantité de sang. Et si on ne voit pas vos veines, ça marche pas. Je vous jure, je suis sortie, j'avais les yeux rouges. J'étais triste, j'étais en colère, j'étais mêlée avec le véhicule qui m'avait heurté précédemment et ça me faisait vraiment un choc total. Je suis rentrée, j'ai dit OK. Et là, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai demandé l'aide du ciel, j'ai dit, intervenez, montrez-moi la voie à suivre. Donc, si c'est pas la bonne, vous me le direz. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit de cette façon-là. Vraiment pas. Qu'on me dise que j'ai pas de veines. Ça m'a perturbée, là. J'ai dit, mais d'un coup, mes veines peuvent pas disparaître. En tout cas, c'était juste pour dire que parfois, les interventions divines, les réponses à nos prières, quelquefois, on s'attend pas de la forme que ça peut prendre. On imagine que, je sais pas, c'est quelqu'un qui va venir nous parler ou, tu sais, voilà, on s'y attend jamais, on sait pas à quel moment ça tombe et sous quelle forme ça va arriver. Donc, à la fin, j'ai relativisé, je me suis reprise et j'ai dit oui, OK. J'avais dit au bon Dieu de me protéger comme tous les matins, tous les jours avant de sortir. J'ai dit garde-moi Seigneur et puis si le chemin que je prends est pas le bon, fais-le-moi savoir. C'est ça, il me l'a fait savoir. On me l'a fait savoir par un accident, j'ai failli mourir, mais de justesse, juste assez pour me secouer. Mais malgré ça, je me suis entêtée. J'ai continué le chemin. Et j'arrive là-bas, mes veines disparaissent. Ils peuvent plus trouver mes veines. Si ça, c'est pas un signe, je sais pas ce que c'était. Donc, c'est un peu ça que je suis arrivée à cette conclusion-là, que c'était un signe, que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. À partir de là, j'ai arrêté. Simplement. Puis, c'était ça. Bonne journée à tous et soyons méfiants et prudents. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la 3e histoire. DMG, bonjour. Je voulais d'abord premièrement vous remercier pour votre merveilleuse émission. Par la suite, je voulais vous raconter quelque chose. En fait, au travers des histoires, il ne faut pas, ça c'est un conseil, que les gens prennent ça comme si c'était juste un passe-temps. Il y a beaucoup d'enseignements derrière. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme tout le monde au départ, j'ai vécu dans ce monde en pensant qu'on ne fait que passer, et puis les autres qui étaient avant nous sont passés, et puis nous passerons. Je me rends compte que ce n'est pas ça la vie. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que je vivais avec quelqu'un qui a beaucoup cru aux sectes, qui a passé tout son temps à s'appliquer dans les sectes. Et comme je n'étais pas le genre de femme soumise, on avait l'impression. En fait, pour moi, il était comme si je regardais un film à la télé ou bien que j'étais dans une salle de cinéma.
Parce que moi, j'ai eu une autre éducation où mon grand-père m'a toujours dit, m'a fait asseoir et puis m'a dit, ne rentre jamais dans les sectes. Et si tu épouses quelqu'un qui est dans les sectes, tu l'ignores. Donc je faisais l'imbécile. Quand il racontait ces trucs, quand il me proposait, je le regardais. Des fois, je ne répondais même pas ou bien je pensais à autre chose. Bref. Et c'est ainsi que le monsieur, il s'est dit, voilà ma proie que je vais sacrifier. Mais il ne savait pas que je le voyais. En fait, c'est pas que j'allais en sorcellerie, non. Je voyais comment il faisait ses préparatifs pour me sacrifier. Mais lui ne savait pas. C'est ainsi qu'il a essayé quand j'ai accouché de mon dernier fils. Ça n'a pas marché. Et je lui ai même dit que toi, tu voulais me tuer pour m'enterrer à Libreville. Moi, je ne suis pas de Libreville. Soit on m'enterre chez ma mère, soit on m'enterre chez mon père. Il a sursauté. Parce que quand quelqu'un est dans le coma, il ne faut pas parler sur la personne. Elle n'est nulle part, elle est là. Elle entend même si elle ne bouge pas. Donc ça s'est terminé. Moi, je suis partie et je lui ai dit, tu veux me tuer, ne croyais pas. Malheureusement, j'avais laissé toutes mes photos là où j'habitais avec ce gars-là. Cet homme, c'est un homme, parce que moi, actuellement, je suis, on peut dire pour le monde que je suis une vieille femme. Donc, quand je divorce, je vois tout ce qui s'est passé dans un rêve. Et dans le rêve, carrément, il avait mis ma photo dans la tombe d'un grand monsieur de la ville, du pays, je ne dirais pas son nom. Et à chaque fois, il faisait des incantations sur la tombe du monsieur. Oh, la nuit, je ne sais pas si c'est à 2 heures du matin. Et c'est comme ça, quand je me suis levée le matin, j'ai dit, oh. Donc c'est l'esprit de monsieur-là qui voulait prendre en déposant ma tête pour que je meure et puis lui, bon, il devienne comme avait été ce grand monsieur Pongouin. Et avant de quitter mon pays, moi aussi j'ai fait le rituel inverse. Je ne suis pas allée sur la tombe. Moi, je ne travaille pas avec ce genre d'esprit. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Moi-même, je suis voyante. Voyante, mais personne ne connaît ça, à part quelques membres de ma famille qui savent que s'ils ont un problème, ils peuvent venir me voir et je vais les aider à dérouler le problème. Donc en fait, je suis une sage et c'est normal aussi vu mon âge, mais j'avais ce don depuis mon enfance. Et le gars avec qui je vivais, le monsieur avec qui j'étais mariée ne savait pas, ou bien il savait, mais il voulait m'utiliser pour lui après me sacrifier. Donc quand je suis partie, il a dégringolé parce que le sacrifice n'a jamais marché. Donc moi, je tenais à te remercier DMG parce que tu permets à ceux qui écoutent sincèrement les histoires, qui les écoutent en cherchant à connaître qui ils sont et qui sont les Africains en général, à se retrouver. C'est bien beau d'aller à l'église, mais je ne sais pas, hein, je ne donnerai pas mon avis. C'est bien beau d'aller à l'église, mais l'église doit être comme quand vous amenez votre enfant à la maternelle. Après, on continue, on se cherche. Qu'est-ce que l'Église m'apporte? Qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que mes parents m'ont appris? Parce qu'on est des Noirs. Voilà. Que chacun fasse comme il veut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour, bonjour DMG.
J'espère que tout va bien. J'ai pris l'habitude de suivre vos émissions et voilà. Ça fait que je vais aussi partager avec vous ce qui m'est arrivé dans la vie passée. En fait, je suis un ancien aventurier, comme on dit. J'ai fait plusieurs pays d'Afrique. Et il y avait quelque chose qui m'est passé dans la vie jusqu'à aujourd'hui que j'arrive pas à discerner ni à savoir vraiment ce qui s'est passé, c'était quoi. Dans les années, je suis déjà Olivier, je suis du Congo. Et dans les années Congo RDC, hein, dans les années 2000, pardon, 1998. Oui, effectivement, c'était en 1998. J'étais vers Berberatir, vers la République centrafricaine. J'ai juste cité le nom de la ville parce que les centrafricains qui vont écouter, ils vont connaître la ville de Berberatir. C'est connu par rapport à la terre. Parce qu'ils ont le diamant et alors le diamant là-bas. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Un soir, tout le monde là-bas dans le village, c'était vraiment dans les années 80, c'était pas vraiment une ville, mais c'était compté une ville, mais la façon de vivre là-bas, c'était un village. À 20 heures, il n'y avait plus de courant. Pour aller au cinéma, à l'époque, on partait dans des ciné, on mettait le groupe électrogène, tout ça, vous savez comment ça se passait à l'époque. Et le courant de la ville, c'était le courant des groupes électrogènes. La ville, je ne sais pas, c'est pas comme aujourd'hui. Et moi, j'étais là. Il y avait mon daron, mon papa qui travaillait là-bas. Je venais souvent, j'étais avec lui, on passait des temps. Et j'aimais trop suivre l'émission de Patrick Nguemandong, un Gabonais qui passait sur Africa numéro 1. Il nous racontait des histoires. Quand j'étais là, j'écoutais ça trop. Et ça parlait trop de Centrafrique, ça parlait trop des choses. Et un jour comme ça, on me disait toujours qu'il faut faire attention de marcher le soir. Mais moi, je ne croyais pas trop. Moi, je prenais le taxi, je marchais, j'étais normal, parce que je me disais, je suis étranger, rien ne peut m'arriver ici. Un jour, c'était un soir comme ça, euh, on était au ciné avec des amis et je me suis retrouvé que mes amis sont partis. Après le film est de 20 heures, ils sont partis, je suis resté seul, je devais les rejoindre. Et au lieu de prendre les taxis, j'avais dit, vas-y, je vais pas prendre une moto, je fais les 100 pas. Parce que c'était pas trop loin, c'est des arrêts, Popoto, centre-ville, Popoto, c'était pas loin. Je dis, vas-y, je vais marcher. C'est un quartier là-bas qu'on appelait Popoto. Et j'ai marché au bord de la route. Donc, au bord de la route, il n'y avait plus la lumière parce que la lumière s'était déjà éteinte. Mairie éteignait la lumière, je crois que c'était à 20 h, 22 h comme ça. Et moi, maintenant, je marchais au bord de la route puisqu'il y avait des voitures qui venaient, il y avait des trucs, des motos qui passaient. Et quand je descendais, et vous voyez comment il y a la route, il y a le petit terrassé, hein, là où il y a l'eau qui passe, le canal caniveau, là. Il y avait le caniveau. Moi, je marchais maintenant entre la route et le caniveau. Là, je marchais là où il y avait l'espace piéton. Je marchais là. Et au fur et à mesure je venais, je voyais de loin comme une petite maison, tu vois, des anciennes maisons, vous voyez des anciennes maisons, et il y avait ce qu'on appelait du feu. Il y avait du feu, il y avait du feu. Je voyais le feu, mais je ne savais pas la personne qui était assise, mais je voyais qu'il y avait une personne qui était assise là-bas, mais il y avait le feu. Moi, je marchais au bord de la route. Et il était vraiment à 200 mètres à peu près de la route. Et je ne sais pas. Moi, j'ai marché. Quand j'ai vu la personne et j'ai tourné ma tête, j'ai continué à marcher. Je voyais des motos venir. À un moment, j'ai vu comme si c'était calme. C'est comme si les motos ne passaient plus. Pas de voiture, pas. C'était calme. Et je me suis trouvé que j'étais seul. Même des darons qui vendaient des jeunes, qui vendaient des beignets ou bien d'arachides, tout ça, des cacao, ils n'étaient pas là. Et paf, je me suis dit, vas-y, je continue à marcher, je marchais un peu vite. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, je me suis orienté directement vers là où il y avait les feux. Et je voyais devant moi, il y avait une femme assise devant les feux avec le pan où il avait mis le pan. Et moi, je venais, je marchais, je venais. Donc,
je me disais, mais je fais quoi? J'ai envie de retourner en route. J'arrivais plus à retourner. J'étais comme si j'étais mobilisé, quoi. Donc, c'est comme si on m'avait mobilisé ou bien, je sais pas, hypnotisé. Parce que je venais que j'avais plus la force de faire quelque chose d'autre. Et j'attendais plus rien. C'est comme si c'était 4 heures du matin. Troisième entre-temps, c'était 2 heures du matin. 22 heures. C'est comme si c'était 3 heures, 4 heures du matin. Et je venais tout droit. Au fur et à mesure que je venais, la femme, elle parlait en sango. Et ce qu'elle parlait en basse voix. Mais au fur et à mesure que je venais, c'est comme si elle commençait à parler rapide. Je comprenais rien de ce qu'elle parlait. Mais elle parlait. Et moi, je venais. À 2 mètres de lui, à 2 mètres de lui, je ne sais pas où était sortie la personne. Je ne sais pas. Quelqu'un est venu, il m'a pris comme ça dans ses bras. Il m'a dit, il a tourné la tête. Quand il m'a pris, il a tourné la tête vers la personne, la daronne, la maman là. Il a dit, laisse l'enfant d'autrui. Laisse l'enfant d'autrui. Ça, c'est pas ton enfant. Laisse l'enfant d'autrui. C'est pas ton enfant. Laisse l'enfant d'autrui. Et je me suis trouvé. C'est comme si je me réveillais, quoi. Il m'a dit, va, sors, sors, vas-y, 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 retourne en route, retourne en route. Retourne en route. Il m'a dit à moi de retourner en route. Et il a dit à la femme là que laisse l'enfant d'autrui. Laisse l'enfant d'autrui. Pourquoi tu lui veux quoi? Laisse l'enfant d'autrui. Et la femme, elle n'a pas dit un mot, elle s'est levée. Moi, quand je tournais, j'étais paniqué, mais paniqué. Et en regardant en route, je me suis vu, ah, je suis à 100 mètres, 100 mètres à peu près de la route. Mais, parce que j'avais peur de rentrer dans le buisson, là, parce qu'il y avait des petits arbres et il y avait des serpents aussi, parce que bon, c'est en pleine forêt équatoriale. Il y avait souvent des serpents qui sortaient, qui venaient le soir comme ça. Moi, j'avais vraiment peur de marcher dans des buissons comme ça la nuit. Et je me disais, déjà la journée comme ça, on marchait, à plusieurs fois, on avait croisé des serpents. Je me disais, c'était quelque chose qui était impossible pour moi de traverser la route, d'aller là-bas. Et quand je retournais, je me suis réveillé et je me dis, mais le cœur battait fort et j'ai vu comme si la ville a commencé à vivre. Il y avait des motos qui passaient, il y avait des klaxons qui étaient à l'autre côté. Mais entre-temps, quand je venais, c'était ouais, quand j'ai dit ouais, c'était rien, rien, rien du tout. Et la personne qui m'avait réveillé, jusqu'à aujourd'hui, je ne lui connais pas. Je n'ai pas su qui c'était. Et la dame là, je venais vers elle, je ne sais pas ce qui allait me passer, ce qui allait m'arriver, le fait que je venais comme ça. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans passés précisément. 15 ans passés, 25 ans passés. Mais cette histoire, quand je le raconte, j'ai des chairs d'épaule parce que je me demande qu'est-ce qui allait m'arriver. C'était quoi leur idée? Donc, je voulais vraiment partager ça avec les autres et de savoir une chose, quand vous êtes quelque part, surtout le voyageur, quand vous voyagez, il faut prier. Parce que si c'était mon ange gardien qui était à Paris pour m'épargner d'aller chez la dame là, et je ne sais pas, parce qu'il avait dit, j'avais écouté comment il disait, que veux-tu de cet enfant? C'est l'enfant d'autrui. C'est l'enfant d'autrui. Laisse l'enfant là. Il m'a dit, vas-y, retourne en route. Retourne en route. Et je me suis tourné directement et je partais rapide et j'avais le cœur qui battait en sang en l'air. J'avais ces peurs-là. Et quand j'arrive en route, j'essaie de tourner voir là où je venais. C'était plus pareil. C'était plus pareil. Donc, ce qui veut dire, je voyais plus le fait là. Le fait, ça s'allumait plus comme ça s'allumait. C'était grand. Je voyais ce petit fait et la dame là n'était plus là. Et la personne qui m'avait fait retourner en route, je ne lui ai pas vu. Il n'était pas là, il n'y avait personne. Donc, en tout cas, je demande, c'est juste de partager cette expérience. Il faut vraiment prier quand on part à l'étranger, que ce soit sortir, rentrer, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est ça ce que je voulais partager avec vous. Merci et abonnez-vous, faites comme moi, abonnez-vous. S'il faut mettre des commentaires, mettez des commentaires. S'il y a à partager, on partage l'expérience ensemble. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Salut DMG et auditeurs de DMG. J'espère que vous vous portez bien. Moi, oui, ça va bien. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo pour plus de vues et pour augmenter la communauté.
En fait, je viens raconter une petite histoire qui m'a été racontée par la personne même qui a vécu cette histoire. C'est pour dire aux jeunes de maintenant de faire très attention. Parce que le dehors est devenu tellement mauvais que le diable a toutes sortes de ruses pour pouvoir avoir les gens. En fait, le jeune en question qui est bien converti, un bon chrétien aujourd'hui, c'est lui qui racontait, je peux dire, son expérience en fait, pour montrer les bontés du Seigneur, de la prière aussi des parents, de l'importance de la prière des parents, puis du respect des parents. Voilà, c'est un jeune homme qui a une maman qui prie beaucoup. Ses parents sont vraiment beaucoup chrétiens. Mais lui, les jeunes qui ont toujours la tête un peu en l'air, c'est-à-dire vivre la jeunesse en fait. C'est un genre comme ça. Tout le temps en train de vivre la jeunesse, en train de faire ce qu'il veut. Mais il respectait beaucoup ses parents. Donc du coup, à la maison, il jouait les petits anges, et puis il faisait ses conneries. Mais il respectait sa mère, il respectait bien son père. Maintenant, il a croisé un ami dans le quartier qui est très très serviable. Très serviable, trop serviable même. C'est-à-dire, entre jeunes, souvent, tu as une petite là, tu as envie d'elle, ou bien tu as envie d'aller ensemble, et puis c'est dur sur toi, tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôtel, ou bien tu n'as pas de maison. Quand tu viens le voir, c'est tranquille. Tranquille, le gars gère ça pour toi propre. Quand tu viens le voir, tu dis non, il n'y a pas de souci, mon frère. Venez dormir, il n'y a pas de souci. Il gère tous ses amis à la maison. Il ne faut pas le prévenir, même tu viens sans prévenir, il n'a qu'à être en train de dormir fatigué dans son sommeil. Quand tu viens de table, tu lui dis, ah, tu vois ça, j'ai eu une chérie là. Il dit non, il n'y a pas de souci, il sort, il te laisse. Tu finis. C'est comme ça. Un temps, malgré sa gentillesse, il volait les grâces de ses amis en fait. Et les grâces de ses amis, et les grâces des copines de ses amis en fait. C'est-à-dire, ces deux personnes qui viennent coucher ensemble. Vu que leur sperme et autres se mélangent, il vole ces grâces-là. En fait. Et c'est lui qui incitait ses amis à dire non, genre le préservatif, c'est pas comme si, c'est comme ça, tu sens pas, tu fais quoi. Parce que si vous sortez avec le préservatif, que je suis allée juste dans le WC, j'ai sauvé. Mais si vous sortez le préservatif, quand il prend ses grâces, en tout cas, je sais pas, mais il incitait ses amis à, comment dirais-je, genre le préservatif, ça perd le goût, il incite ses amis à pas se préserver en fait. Et du coup, c'est le monsieur qui expliquait, c'est lui qui trouve que c'est vraiment que sans ça, c'est mieux pour lui, et je sais pas. Parce que généralement, quand les gens finissent aussi, ils ne les lavent pas le drap. Hein. Ils ont fini, ils sortent, c'est fini. C'est lui qui est jeune, qui est garçon. Il n'y a pas de femme, hein. Il n'y a pas de copine. C'est lui qui lave vos draps. À chaque fois que vous venez passer, vous voyez que c'est lui qui lave, c'est lui qui change vos draps. Mais ça ne leur dit absolument rien. Mais ses amis la dépendaient toujours. C'est-à-dire, une fois que tu allais coucher sur son lit avec ta chérie, tu dépends toujours de lui. Chaque fois, tous ses amis étaient à la maison, souvent en train de manger. C'est lui qui va aller acheter la nourriture, puisque c'est un homme, il n'a pas de copine. Donc c'est lui qui va aller acheter la nourriture. Souvent, une des filles va aller, une des copines de ses amis va aller au marché pour acheter, pour venir préparer. En tout cas, mais c'est lui qui dépensait tout. Ah, un tel, est-ce qu'on ne peut pas avoir telle chose? Il donne gentil, tout. Pourtant, lorsque tu couches sur le drap, que vous laissez vos semences sur le drap, il utilise ça mystiquement pour voler les grâces en fait. Donc du coup, vous serez toujours en bas de lui. Et puis c'est toujours lui qui bénéficie de tout. C'est vos grâces. Non, il vous aide en fait. Il est tellement gentil, il fait tout. Un temps, c'est avec vous-même vos propres grâces. Maintenant, celui qui me raconte l'histoire, c'est arrivé sur lui en fait. Le gars fait, mais ça passe pas en fait. Il fait, ça passe pas parce que la prière de ses parents le protégeait en fait. Donc, il fait qu'après un moment, il a commencé à refuser que lui vienne passer l'acte chez lui. Donc les gens disaient, ah Joe, toi tu es comment, mais toi tu es comment. Donc du coup, tellement qu'il était gentil, les gens ont commencé à dénigrer celui qui m'a expliqué l'histoire en fait. Bon, on va l'appeler Franck. Les gens ont commencé à dénigrer Franck en fait. Du genre, toi tu es comment, et puis lui qui accepte tout de tout le monde, toi seulement il refuse. C'est que toi tu as dû lui faire quelque chose en fait. Sans même demander au gars en question, ni à Franck, les vraies raisons, ils accusaient Franck directement. C'est que le jeune est tellement gentil que c'est Franck qui a dû faire des conneries, c'est que c'est Franck qui a dû faire ceci, c'est que c'est Franck qui a dû faire cela.
Donc tout le temps là, en train de l'acculer. Donc il dit non, non, lui maintenant il essayait, lui il se disait, bon, peut-être il a eu un sale comportement. Peut-être une fois il est allé sortir avec sa chérie et puis il a eu un sale comportement, lui il sait pas. Donc lui il essayait de se rapprocher de l'autre. L'autre dit, oh toi, genre il a des paroles déplacées là, que non, toi tu es un tout, tu es un sorcier, tu es un ami des malheurs, tu es comme ça. Donc lui, il se disait, bon, peut-être en partant chez lui, il y a eu quelque chose qui a été volé, quoi. Donc lui, il allait voir sa chérie. Ah, la dernière fois qu'on est parti chez le gars, là, est-ce que tu as pris quelque chose? Il a dit, non, non, rien. Elle est consciente que c'est son ami pas aller prendre quelque chose. Donc maintenant, lui, il a vu d'autres personnes pour aller voir les gars pour dire, ah, qu'il faut pas. Lui, il ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Honnêtement, il n'a jamais eu, consciemment, il n'a jamais eu de mauvais acte. Donc ses amis-là n'ont qu'à aller voir, lui parler, poser les parents. Ils sont partis lui parler, ils ont parlé. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc un peu, ils ont commencé, mais c'était pas tellement ça. Donc quelques temps après, le jeune en question a effectué un voyage où il a laissé sa maison, mais les draps là, il demandait à ses amis, il n'aime pas qu'on touche ses affaires, il n'aime pas qu'on lave à ses habits. Donc quand ils utilisent les chez lui, ils n'ont qu'à déposer. Si lui vient, il va faire. Donc il déteste, il s'est fait un voyage de 3 jours. Il est allé, il a un peu duré, mais il a fait, il est revenu. Donc le ministre qui est revenu, c'est comment il insistait maintenant pour que Franck en question, qui a les parents chrétiens là, pour qu'il puisse venir dormir sa chérie. Ah, c'est comment on dit quoi? Que c'est passé, hein. Que bon, ce que tu te sens gêné, pourquoi tu te sens gêné que tu peux venir ta chérie, Donc, lui il est là jusqu'à, il ne comprend plus rien en fait. Ah, ça va à gauche, ça va à droite, lui il ne comprend plus rien. Du coup, il dit, mais d'un coup comme ça, bon, il se disait, bon, peut-être il sent que je suis un peu gêné et autres, tout ça. C'est sûrement pour ça, donc je vais laisser tomber. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Le gars est venu encore avec sa chérie, tout ça. Mais rien, c'est-à-dire le gars est venu encore, le monsieur essaie de faire rien. C'est-à-dire il était parti chez son marabout, je ne sais quoi, pour aller bien doser pour pouvoir avoir le jeûne. Parce que c'était devenu comme un défi pour lui en fait. Donc il est parti, il est allé, il voit que c'est pareil. Il insiste encore, le gars commence à comprendre que c'est pareil. Il dit non, c'est pas normal là, c'est pas normal en fait. Donc il a tenu un jour que non, le gars qui veut dormir lui, qu'il ne veut pas dormir seul. Il faut venir dormir ensemble, c'est comme ça. Donc le gars aussi, bon, vu que lui se disait qu'il a fauté et puis le gars l'a pardonné, ok. Ils sont venus passer la nuit ensemble. À 2h, 3h, lui, il entend des bruits bizarres, des trucs bizarres, mais Joe, il a un sommeil, il se réveille. Ah, Joe, quel man, quoi, viens dormir, tu as quel problème, tu as fait cauchemar ou c'est quoi? Il dit non, rien, qu'il faut te coucher. Il vient, il est couché. Il dit, mais il avait un peu du mal à dormir, il entendait les paroles. Le jeune avait un téléphone collé à l'oreille, il faisait chouchou. Donc il s'est dit, bon, peut-être qu'il est en train de chuchoter, il a un problème avec une de ses chéries, un truc comme ça. Mais du coup, il a dormi. À 4h du matin, il entend un peu bizarre qu'il le réveille. Le jeune entend de tout déranger dans la chambre là-bas, tout déranger. Il a commencé à devenir violent, un peu de tout gâter. Le jeune a perdu la raison. Donc lui, il a plus peur. Il ne faut pas le jeune le blesser et tout ça. Le jeune a commencé à le gâter. Les gens sont prendre à lui, tout gâter dans la maison avec des objets, que ce soit chaise ou quoi. Donc lui, il a eu peur, il a commencé à crier, il est sorti, il a pris les gens. Et il ne comprend pas, il était couché. Vous voyez ça. Donc au début, d'abord, les gens ont lui saisi, lui le fond. Parce que tu ne peux pas venir dormir avec quelqu'un. Et puis le matin, le gars perd la raison. D'accord, le gars prend la folie. Donc les gens se sont dit non, que c'est que lui, il a dû faire quelque chose au jeune. Surtout que le jeune ne lui parlait pas pendant un temps. Il se dit qu'il y avait quelque chose, que les deux n'ont pas voulu parler, mais que le monsieur a fait quelque chose de mal en fait. Donc du coup, c'est le gars comme ça a saisi le jeune, le tapé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, qu'il n'a rien fait. Donc les jeunes étaient énervés, parce que le jeune était tellement gentil, le ritualiste était tellement gentil que il était le chouchou de tout le quartier en fait. Donc les gens voulaient comme ça acculer l'autre là de coups et tout ça. Donc ce sont les vieux du village et du quartier qui ont dit non, calmez-vous. Une fois, explique ce qui s'est passé. Il a commencé à expliquer depuis le début ce qui s'est passé. Jusqu'à où il y avait des histoires, il a envoyé les gens, jusqu'à il a voyagé, il est revenu, il insistait, tout et tout. Il a commencé à expliquer. En temps, la maman du jeune aussi, sentant quelque chose, a commencé à appeler son fils. Mais comme le jeune, le ritualiste s'est levé avec un état de folie et de peur, lui, il a laissé son téléphone là-bas, il a eu peur, il a pris le nom. Le téléphone sonnait dans la chambre du monsieur là-bas, parce qu'elle sentait son fils en danger.
Donc il a fini d'expliquer tout, que voici ça. Du retour, il m'a dit de venir dormir, ma chérie. Tout était bien. Et même vous étiez là, on a mangé ensemble, tout ça. Il est venu dormir sa chérie là-bas. Un autre jour, il a insisté à aller dormir sa chérie. Ça a pas été que lui-même, il a dit qu'il n'a qu'à venir dormir ensemble. Samy a dit, oui, effectivement. C'est devant nous qu'il a dit, il a demandé à ce qu'il vienne dormir ensemble. Il dit, il ne veut pas dormir seul cette nuit-là. Tu vois, ça m'a dit, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il dormait, lui, aux environs de 2 heures. Il entendait les gens, les jeunes chuchoter, les gens comme s'ils prononçaient certains paroles. Ils arrivaient, ah, qu'il y a quoi, tu as fait un mauvais rêve. Il dit, non, il n'a qu'à dormir. Que c'est rien. Donc, lui, il est couché. Il ne trouvait pas le sommeil, mais après, il a entendu comme les jeunes chuchotaient au téléphone. On lui s'est dit que le jeune avait peut-être problème avec une copine, lui avait problème avec quelqu'un qui était réglé, il ne voulait pas qu'il écoute. Donc, lui, il s'est endormi tranquillement. C'est à 4 heures que les bruits du monsieur, les jeunes l'ont réveillé. Donc, du coup, le jeune a dit, il m'a. Donc, il y a un vieux qui a dit non. S'il insistait pour venir, pour que le jeune dorme, peut-être il a senti qu'il y a quelque chose. C'est comme ça, ils ont vu, eux, ils se disent que peut-être le gars allait faire des conneries. Lui, il a senti un danger venir, mais il a eu peur d'un danger. C'est la raison pour laquelle la menace m'a mis de venir. Donc, ils ont calmé la situation d'abord. Ils ont appelé les parents du jeune, ils ont appelé les parents de Franck aussi. Pour dire, ah, voici, ça va. Dans les parents de Franck, donc la colère se disait que tout le monde s'arrêtait à rester sur Franck en fait, que c'est lui qui a fait les trucs sur son ami, c'est lui qui a fait les trucs par jalousie sur son ami et autres. Du coup, comment dirais-je, les parents du jeune, ils ne vont pas laisser ça comme ça, ils vont aller faire retour à l'envoyer de la folie, ils vont aller faire retour à l'envoyer. La maman de Franck, ils ont fini de parler, ils ont essayé de régler, non, il ne faut pas, il aura fait des vengeances, ils vont faire, comme si les parents ont décidé de faire un retour à l'envoyer, il n'y a pas de souci. D'abord, ils ont demandé au jeune si c'est vraiment lui qui libère il dit que c'est pas lui, que lui devant Dieu, devant quoi, que lui c'est pas lui, que lui ne comprend pas. Que voici ça. Tu comprends? Donc les gens disent, ah d'accord, comme il nie, il dit c'est pas lui. Donc va faire un retour à l'envoyer. On suppose que c'est pas lui que ça va prendre, va faire un retour à l'envoyer. Sa maman se dit, ok, la maman le prend. Puisqu'elle est chrétienne, elle dit, ok. Donc arrivé à la maison, sa maman le prend. Que tu es sûr que tu n'as rien fait, que tu es sûr que tu as... Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, devant Dieu, voici ça, voici toute l'histoire. Sa maman dit que tu es mon fils. S'il y a quelque chose, dis, on va aller demander pardon, on va prier pour lui. Il dit, maman, devant Dieu, il ne sait rien. Parce que tout ce qui s'est passé, il t'est expliqué là. Sa maman dit, ok, on va prier, on va prendre un moment de jeûne. Donc sa maman a commencé à prier. Sa maman lui donnait, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Donc tu vas à la maison, c'est juste ce que tu fais dehors. Bon, il y avait un problème grave, elle n'a pas trop tardé dessus. Ils se sont mis à prier, ils ont pris des moments de jeûne. L'autre jeune maintenant, les parents ne viennent plus. Des semaines, des jours passés, les parents ne viennent plus pour parler. Normalement, vous êtes allé faire un retour en envoyant. On ne sait pas que le féticheur vous a dit ce qui s'est passé et autres. Les parents ne viennent plus dire c'est comme ça. Les parents ne viennent plus dire voici ça, voici ça. Vous avez fait comme mon enfant, rien, ils sont dans le coin. Non, du coup, le jeune se disait, ah, ça que la prière de sa maman l'a sauvé. Mais sa maman était inquiète, elle dit non. Normalement, même, s'ils sont partis qu'on l'a dit, c'est toi là. Il doit avoir un retour. Pour dire non, que tu vas payer, c'est que tu as fait un truc. Passer à la colère qui était là. Mais non, ils n'ont pas fait de 1. De 2, même si c'est pas toi, au moins venir s'excuser pour dire c'est pas qu'ils n'ont rien fait. Elle, ça l'inquiète. Pas un matin, ils vont se lever, qu'elle ne sait pas. Donc la dame se lève pour aller voir les parents du monsieur. Les parents du monsieur refusent de les parler catégoriquement. Ils disent qu'ils n'ont qu'à partir. Non, ils ne comprennent rien. Donc, en sortant, il y a un des gars de la cour du jeune qui les a suivis. Pour leur dire que, qu'il ne faut pas, il va s'inquiéter. Et autres, que son fils n'a absolument rien fait, que c'est son fils qui a cherché celui qui a trouvé. Qu'il utilisait par un rituel le sperme de ses amis. Et puis pour voler les grâces. Le cas où vous n'êtes pas protégé et que le gars est entré dans la fille, ils ont eu des rapports et tout ça, leurs spermes se sont mélangés ou les quoi se sont mélangés. Du coup, si on se couchant sur le drap, pour le monsieur, ça a essuyé, mais la fille s'est assise sur le drap. C'est-à-dire, le mélange, une fois que ça a touché le drap, ce sont les deux qui se font voler les grâces. Maintenant, si c'est le monsieur qui s'est préservé ou quoi, en tout cas, c'est le monsieur, mais forcément, c'est lui qui utilisait la grâce de ses amis pour faire. Maintenant, le jeune en question, la prière de ses parents l'ont protégé. Et comme il a fait, il voit que ça ne va pas, il a laissé expliquer au féticheur, le féticheur a dosé le médicament, il est revenu. Donc, il est revenu, normalement, quand le gars venait coucher sa chérie, ça devait prendre en fait. Mais quand il est revenu, c'est pour sa chérie que ça a pris. C'est la chérie du jeune que ça a pris. Ce sont les grâces du jeune, mais c'était pas pris par le jeune en fait. Ça n'a pas pris le jeune, plutôt ça a pris la fille en question. Du coup, il a appelé le féticheur pour dire, ah oui, ça fait rien. Donc le féticheur lui a donné des trucs à faire.
c'est dans ça, mais le gars n'a pas même dormi. C'est-à-dire là, mais c'était même plus même pour histoire de sperme, quoi que ce soit, mais c'était pour bien voler ses grâces, mais de façon directe même. Donc tout ce qu'il faisait, c'était des incantations. Et quand même il les faisait exprès même d'être au téléphone et tout ça, c'est-à-dire que ce sont des incantations en fait. Les parents qu'on lui a demandé de faire ce qu'il faisait. Mais le jeune, la prière de ses parents, puis ses parents tellement chrétiens, ils se réveillent souvent à 3h, 4h pour prier. C'est la prière de ses parents qui l'a sauvé en fait. Donc puisqu'il persistait forcément, sûrement qu'en faisant des attaques et autres, il persistait, il voulait tellement prendre les chances du gars là parce qu'il se disait, si c'est difficile, plus les grâces sont grandes. Pendant ça, il a pris la folie, vu que les prières des parents du jeune protégeaient le jeune. Pendant ça, il a pris la folie. Que c'est son fils même qui allait chercher. Mais ils peuvent le sauver, ils n'ont qu'à envoyer telle chose, ils n'ont qu'à envoyer telle chose. Genre, c'est pas quelqu'un qui a fait en fait, c'est le fils qui a fait. C'est le fils qui volait les grâces. Donc, du coup, il y a ça là. Ils se sont assis dessus. Vu que c'est leur fils, ils savent que si ça sort du quartier, c'est pas bon pour eux. Du coup, ils sont assis dessus, ils n'ont plus fait bruit, tapage et autres, ils sont mis s'asseoir dessus. Mais le jeune, un de toi a commencé à délirer, à se confesser, si je peux dire c'est comme ça, que moi j'ai fait quoi, est-ce que c'est moi il a dit n'a qu'à venir dormir sur mon lit, c'est moi il a dit n'a qu'à venir chercher les femmes sur mon lit, et ils m'ont demandé, moi j'ai accepté, c'est pas de la faute, il n'avait pas forcé quelqu'un, ils sont venus, c'est la grâce là, c'est les mecs qui m'ont donné, quand ils venaient me demander là, c'est les mecs qui m'ont donné la grâce, mais est-ce qu'ils les aidaient pas, est-ce qu'ils ne payaient pas la nourriture pour eux, non, le jeune délirait, ça fait qu'ils ont fermé le jeune, mais ils se débattaient, tout le monde sorti, venez dire tout, venez dire tout. Donc les chefs de là ont vu que ce que le gars dit, c'est pas normal. Et puis plein de ses amis ne réussissaient pas, ils étaient vraiment bloqués. Donc ils ont fait une réunion, ils sont revenus voir les parents du jeune. Eux ils disent non, c'est comme si c'est comme ça. Ils sont repartis. Ils ont fui plutôt. Puisqu'il ne faut pas, à cause de ça, ils ont commencé à soupçonner, il ne faut pas, ils vont faire du mal à leur enfant ou quoi que ce soit. Donc ils ont pris l'enfant, ils ont fui pour aller. Donc quand il a fini d'expliquer à la dame, elle a dit ok. Bon, ça c'était avant qu'il fuit, hein, qu'elle a fini d'expliquer, genre la partie que voici ça, c'est lui qui a fait ça. La femme va prier, même prier, gêner pour délivrer son enfant, on ne sait jamais, délivrer les gens. Donc c'est après ça maintenant quand ils ont fait délégation, ou l'enfant a délivré, puis ils ont fait délégation et tout ça. Chaque parent maintenant, d'autres sont allés à l'église pour aller délivrer les enfants, d'autres même sont allés à l'église eux-mêmes pour se faire délivrer eux-mêmes. D'autres sont allés voir Fétichon en tout cas pour enlever, pour répondre les grâces et tout ça. Mais le jeune, ses parents ont fui avec lui du quartier. Donc on ne sait plus ce qu'ils sont devenus, ni le jeune, ni ses parents, on ne sait plus. Mais en tout cas, il y a certains qui se sont retrouvés après ça, d'autres sont restés, bon, toujours pareil. Voilà, c'était la petite histoire. Bon, il y a plein d'autres histoires, mais à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou la famille DMG, j'espère que vous allez bien. DMG, j'espère que tu vas bien aussi. Bon voilà, franchement ces histoires-là, c'est devenu comme une drogue pour moi. Et pour toutes les personnes qui sont arrivées pour la première fois, qui passent pour la première fois, en tout cas je vous encourage à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification de sorte que tout le temps qu'il y a un nouveau sur la page, que vous soyez toujours informés. Bon, j'ai une histoire, je ne sais pas quel titre donner à ça, mais cette histoire, elle me concerne moi-même. J'étais en train de suivre, d'écouter l'épisode 6 et l'histoire 6 de l'épisode 166 et ça m'a rappelé ce que j'ai vécu moi-même personnellement. Et voilà, peut-être que ça peut aider. Et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Bon, il faut noter que je suis congolaise de Brazzaville. Je suis congolaise de Brazzaville. Et j'ai vécu avec la plus grande partie de ma vie. Je l'ai passée avec mon papa, donc j'ai grandi avec mon papa. Je suis orpheline de mère. J'ai perdu ma maman depuis mon âge de 5 ans, 6 ans. Ce qui a fait que je ne la connaisse pas vraiment encore, c'est par des photos que j'ai connues. Et j'ai pas connu la famille, mon côté maternel. Et comme tout autre enfant, des caprices et tout le temps avec des problèmes à la maison, chez mon père, avec sa femme et tout, c'était devenu comme pour moi une envie forte de pouvoir connaître la famille de ma mère, les sœurs, les frères de ma mère, mon côté maternel, en tout cas, je voulais vraiment connaître. Et après,
mon papa, en tout cas, il n'avait pas cette envie-là. Il ne voulait pas du tout. Déjà, il faut noter que même quand, après le lycée de ma mère, d'après ce qu'on m'a dit, il a fallu qu'il puisse fuir avec moi, en fait, dans une autre ville. Parce qu'en ce moment-là, on était à Pointe-Noire, donc il fallait rentrer sur Brazzaville. Il a fallu fuir avec moi, ce qui a fait que, en tout cas, mon côté maternel, j'ai pas connaissance de tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Et tellement que j'ai insisté sur le fait que je voulais connaître ma grand-mère, les frères et les sœurs de ma maman. Et mon papa s'est décidé enfin que, bon voilà, l'enfant a quand même atteint une âge donné. Il serait mieux qu'elle connaisse au moins les membres de son côté maternel. Et c'est comme ça qu'il décide un jour que, bon voilà, c'est les vacances, je dois voyager, aller rendre visite à ta mamie pour les vacances, puis rentrer. Déjà, il n'était pas du tout d'accord, il n'était du tout pas motivé pour que je parte. Mais il a fallu qu'il le fasse quand même parce que c'est ce que je voulais. Et donc comme ça, il m'envoie chez la famille de ma maman, j'arrive, les vacances se passent bien, et toutes les personnes quand ils arrivent lui rendent visite, dès qu'ils voient que je suis là, ça a été des pleurs, ça a été de la joie, on mélange de tout en fait. Et comme ça, je termine mes vacances, je reviens sur Brazzaville. Et on était proche de la rentrée, il fallait commencer les cours. Et donc, nous déjà à cette époque-là, on avait un système où, quand tu es nouvelle dans l'école, on appelait ça baptême. Donc on doit te baptiser et tout. Mais contrairement aux écoles privées, c'était des choses qui se faisaient rarement en fait. Et moi, j'étais dans une école privée. Et le premier jour, je vais à l'école, je rentre. Déjà que quand je suis rentrée de mon voyage, je ne vais pas donner tous les détails, mais c'était impossible en fait de me fixer dans les yeux. Donc quand les gens me voyaient, bon voilà, tu as changé, tu as bruni, tu es devenue plus belle, et tout. Ben, après, moi, je me disais que c'était normal et tout. Vu que ça faisait longtemps qu'on s'était vu, de la rigolade, de l'enfantillage et tout, ça passait. Et donc comme ça, le premier jour de l'école, je vais à l'école et quand je rentre, les gens s'étonnent de la façon dont je suis devenue, la façon dont je suis sortie d'une autre façon pour aller à l'école et je rentre d'une autre manière. Et les gens se moquaient de moi, genre, on t'a baptisé, tu ne veux pas dire aux gens, tu caches et tout. J'ai dit, mais non, je suis partie à l'école, rien ne s'est passé, on ne m'a rien fait. Moi, j'ai fait mes cours normalement, je suis rentrée, rien. J'avais un visage enflé, genre quelqu'un qu'on a tabassé, quelqu'un qu'on a tapé, quelqu'un qu'on a fait je ne sais quoi. Et c'est donc comme ça que dans la soirée, je remarque que sur mon corps, j'ai des trucs qui me sortent comme des filaires. Je montre à mon père, ma belle-mère voit, elle dit que bon voilà, ce sont des filaires, donc il fallait juste me donner un produit et puis me laver avec les feuilles de saka et ça allait passer avec du vinaigre. Mais bizarrement, je commence le traitement et au fur et à mesure que je me lave, on a l'impression que qu'au lieu que ça se finisse, ce sont des choses qui sortaient encore de plus belle. Le deuxième jour, je pars à l'école. Le deuxième jour, je pars à l'école. J'ai pas pu finir les cours. Il fallait que je rentre parce que j'étais vraiment dérangée. Je me grattais de partout en tout cas. Je rentre à la maison et c'était vraiment impossible pour moi. Donc, quand je prends les produits, en tout cas, ça n'allait pas. Il fallait me gratter. Après, c'est devenu des pleurs et tout. À cette époque-là, j'avais 15 ans. J'avais 14 ans, sinon 15 ans par là. Et c'est comme ça, dans la soirée, j'arrive quand même à m'endormir et au matin, pendant que les autres sont à l'extérieur en train de faire des bricoles et tout, et moi, dans la chambre, je me mets à crier. Je me mets à pleurer. C'était impossible. Il fallait qu'on appelle mon père. Et quand mon papa arrive, parce qu'à partir de là, je ne savais plus en fait ce que je faisais. Et d'après ce qu'il me dit, s'il avait possibilité de filmer en ce moment-là, il pouvait filmer parce que quand il est rentré dans la chambre, ce n'était plus moi en fait. J'étais devenue comme une vieille.
Je ressemblais à une vieille maintenant. Il était obligé de sortir de la chambre rapidement et de fuir. C'est comme ça qu'on prie avec une dame. Il arrive chez la dame, comme elle était loin de chez nous, il prend la dame, il vient avec moi, il vient avec la dame à la maison. Et il fallait me sortir de la chambre parce que je ne savais plus en tout cas ce que je faisais. Il paraît qu'il fallait chercher des gaillards pour me tenir et tout. J'ai aboyé, il paraît comme un chien, nanana. Voilà, ça a été une délivrance. Prier. Et c'est comme ça que la dame dit, bon voilà, moi j'ai une connaissance à moi qui travaille avec moi, un frère. Donc je propose à ce qu'on aille là-bas pour aller voir un peu ce qui dérange l'enfant. Et c'est comme ça qu'on m'emmène là-bas. Et le monsieur, quand il me voit, il sourit. Il sourit, il me dit, assieds-toi. Je m'assois, c'est comme ça qu'il prend sa main et dit, si ce sont des filaires, quand je vais la toucher, ça ne va rien faire. Mais si ce n'est pas des filaires, c'est un truc mystique, vous allez voir que ça va apparaître sur mon bras. Et c'est comme ça que le monsieur me tient au niveau de mon avant-bras. Et quand il me tient, tout ce que j'avais sur le corps, ça apparaît sur le bras du monsieur. Et il enlève rapidement sa main. Il me dit, vous voyez, c'est un truc qu'on l'a lancé, qu'on l'a mis genre pour dire que bon voilà, c'était des filaires, qu'elle est morte à cause de ça et que si vous n'avez pas eu l'intuition d'aller à l'église ou encore de voir qui que ce soit, sérieusement, elle n'allait pas voir le jour, le lendemain, elle allait mourir. Et c'est comme ça que mon papa se fâche encore de plus belle. Il dit que bon voilà, plus jamais, je n'irai plus chez la famille de ton côté maternel et tout. Voilà. Et il a tellement parlé, il était tellement fâché qu'après on a dit que bon voilà, on me pose la question de savoir, mais quand tu es parti, il n'y a personne qui t'a touché. J'ai dit mais j'ai rencontré tout le monde, j'ai expliqué un peu comment ça se passait là-bas. Et puis ça m'a rappelé que il y a un papier à moi. Chez moi c'est un papier, mais chez ma maman c'est un oncle. Et quand on a détaillé la personne, ça m'a rappelé, en fait, ça m'a ramené au visage de la personne directement que, bon voilà, quand il me parlait avant de partir, il m'a dit au revoir en me touchant la tête en fait. Et depuis ce jour-là, je suis plus repartie chez mon côté maternel jusqu'à ce qu'on affecte mon papa encore dans la ville de Pointe-Noire et on est rentré. Et encore, je suis grande aujourd'hui. De moi-même, je vais de temps en temps pour aller rendre visite et tout. Mais sinon, lui, en tout cas, il n'adhère pas à cette idée-là. Donc, c'est pour dire que la morale à tirer dans ça, c'est que pour les enfants, pour nous les enfants par exemple, qui n'avons pas connu notre côté maternel ou encore notre côté maternel, ou encore que quand tes parents nous disent que bon voilà, je ne veux pas par rapport à ce qui s'est passé, par rapport, surtout que si c'est le genre de personnes comme nous autres là qui ne connaissons pas notre propre histoire, en tout cas, j'encourage à ces enfants-là de vraiment écouter ce que leurs parents leur disent. Parce que moi, j'ai failli y passer, j'ai failli perdre ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé bien avant ça. Je ne sais pas pourquoi mon papa il refusait que je parte. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours eu des problèmes dans le sens où que, bon, voilà, il ne préfère pas que j'aille là-bas. Mais peut-être jour, j'ai failli y passer. Donc la leçon à tirer, c'est que les enfants, quand les parents vous interdisent que bon voilà, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas le faire, il faut rester écouter les parents. C'est vrai que c'est bien de connaître ses origines, sa famille et tout, mais au moment où on ne te permet pas, parce que eux ils ont vu le jour avant, ils sont restés dans des familles là à Rongo, il faut les écouter, Et encore les parents, quand de vous-même vous sentez que là ça ne tient pas, le mieux c'est de forcer et de maintenir sur la décision. C'est encore mieux que ça dise que bon voilà, il ou elle est méchante,
Elle ne veut pas montrer des infos, oui, mais tant que c'est pour protéger ses enfants, en tout cas, il ne faut pas céder aux caprices des enfants. Donc, c'est un peu ça mon histoire. J'ai encore 2 histoires que j'ai encore vécues moi-même personnellement. Mais je pense que je pourrais la raconter prochainement et puis je retourne travailler. Donc, abonnez-vous, likez, activez les cloches de notification et que Dieu te bénisse, DMJ. En tout cas, félicitations. Et moi, je suis devenue en tout cas accro à tes histoires et il faut vraiment croire que jusqu'à là, ça m'a épargné de beaucoup de choses. Quand je veux faire quelque chose, je réfléchis mûrement avant. Merci et bonne soirée à vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.